Bienvenue sur Soif de Sens, l'émission des militants badass qui changent le monde et t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler d'effondrement et d'éco-anxiété avec quelqu'un que je respecte énormément et un peu une star chez les écolos, Pablo Servigne. Tada. Ça va Pablo? Ça va. Je suis sûr que tu te détestes quand on te présente comme une star. Un peu, ouais. Je suis désolé. Donc on va parler des effondrements, parce qu'il y en a plusieurs, et des renaissances, mais surtout d'éco-anxiété et de quête de sens. Ça te va? Allons-y. Avant de commencer, Pablo, c'est le cofondateur de Yggdrasil. C'est un super magazine que tu peux gagner, comme d'habitude, je vous fais un concours. Dis-nous en commentaire un truc que toi tu fais pour réduire ton éco-anxiété. Comme ça, ce sera une mine d'or pour tous ceux qui regardent cette vidéo pour les jours où ils ont moins le moral. Et il m'a gentiment offert aussi leur nouveau manifeste du Conseil national de la nouvelle résistance. Avant d'attaquer sur l'éco-anxiété, on va définir très rapidement ce que c'est l'effondrement, parce que comme je t'entendais le dire, ou c'était quelqu'un d'autre, je crois, c'est un mot obus, voilà, qui quand tu l'entends, ça explose dans ta tête, et en fait, ça veut dire des choses très différentes pour tous les gens, pour les petits et aussi pour les grands. D'ailleurs, t'as deux fils, je crois. Comment est-ce que eux, ils décriraient ton métier? Ouais, là, ils sont assez jeunes, hein. Ils ont même pas 7 et 9 ans, et ils me voient aller faire des conférences, parler à plein de gens. Ils sont déjà venus à des conférences. Trop bien. Est-ce qu'ils comprennent un peu ce que c'est l'effondrement? Je sais pas trop. C'est difficile à voir quand le moment précis où ils comprennent. C'est un peu flou. Mais on n'en parle pas en famille comme je pourrais faire un PowerPoint devant 400 ingénieurs ou 400 personnes. Oui, t'es pas avec ton PowerPoint au dîner. Et pour les adultes, du coup, la question impossible, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'effondrement en une phrase pour les plus grands? Alors, ouais, tu dis l'effondrement au singulier. Mais nous, quand on a écrit ce bouquin en 2015, donc comment tout peut s'effondrer, on étudiait les seuils de bascule qu'en fait tous les systèmes énergétiques, biodiversité, le climat, etc. Quand on les maltraite, à un moment ils peuvent basculer de manière imprévisible et irréversible. Ce basculement, cet effet domino, cet effet boule de neige, il s'appelle en anglais, enfin en sciences, collapse. Et donc on a un peu regardé dans toutes les sciences, les disciplines. C'était quoi un collapse? En fait, nous on parlait des effondrements qui ont eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu, comme les oiseaux, la biodiversité, etc., et des risques possibles. Et en fait, l'esprit humain s'est tout de suite braqué sur l'effondrement au singulier à venir, sous-entendu à venir. Alors que c'était pas du tout votre intention, forcément. Un peu, c'était discuter des risques, mais discuter de manière rationnelle, quoi. Et là, c'est parti assez rapidement dans l'irrationnel, dans le sens où en fait, ça a réveillé un mythe, hein, quelque chose d'inconscient dans l'inconscient populaire qui est la fin du monde. Qui est la fin du monde à un moment précis. Ça durera 1 ou 2 jours. Il y a le blackout, il y a plus rien après. Et c'est un événement, voilà, qui a fait en miroir penser à la mort, qui nous rappelle notre finitude, l'angoisse de la mort et qui ravive en fait plein de choses inconscientes qui ressortent de manière très irrationnelle. Donc voilà, c'est distinguer l'effondrement au singulier, le récit, le mythe, et les effondrements qu'on peut étudier rationnellement, scientifiquement. Trop bien. Aujourd'hui, on va assez peu parler du diagnostic de l'effondrement, parce que déjà, vous êtes assez informés, et que j'ai déjà résumé du coup les 3 super bouquins de Pablo Servigne et ses co-auteurs sur ma chaîne Pierre Cheval, Changer le monde en 2 heures. Donc je vous les mets en fiche et en description si vous voulez devenir des pros sur la collapsologie. Là, on va plutôt parler d'éco-anxiété, de bonheur et de quête de sens. Ok? Allez. Moi, je suis souvent frappé par ta joie de vivre, alors que t'annonces quand même des catastrophes aux gens. Je trouve ça hyper inspirant en fait d'avoir cette posture où moi en tout cas, tu me montres que c'est possible d'être lucide et sur l'urgence et la gravité de la situation, et en même temps d'avoir cet élan vital de changer les choses et aussi d'être joyeux et d'être heureux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que si tu prends conscience de l'effondrement, t'as plus droit au bonheur, quoi. Ouais, je suis d'un naturel assez calme, donc je sais pas, je fais pas exprès, c'est pas un rôle. Ouais. Mais je sais que quand il y a des situations d'urgence, par exemple, il y a 1 an et quelques, on a vécu là où j'habite, et il y a un des voisins, sa maison a brûlé, et la nuit, on est tous sortis en pyjama, la folie, l'urgence, les pompiers partout. J'étais aussi relativement calme. Enfin. Ouais. Et malgré l'urgence, malgré le danger, malgré l'action, tu vois. Donc, merci pour ce retour. Mais
pour moi, la question de l'effondrement, encore une fois au singulier, donc la question de la mort, Ouais. elle joue en miroir, enfin, elle nous reflète en miroir nos propres peurs, nos propres ombres, tu vois, nos propres peurs de la mort, de la finitude. Et chez les gens, ils peuvent péter un plomb, ceux qui sont pas habitués, ceux qui n'ont pas réfléchi à ça, qui sont pas dans des questions spirituelles, qui ont juste pas envie de voir. Ça peut être très angoissant. Donc là, il y a des risques, enfin, d'éco-anxiété ou voilà. Et pareil, quand on voit des catastrophes, quand on voit la vie qui disparaît, les forêts rasées, etc., ça nous provoque en nous, et parfois c'est inconscient, des grandes tristesses, du désespoir. Pourquoi ? Parce qu'on détruit ce à quoi on tient, quelque chose qu'on aime. Quand on te tue ou détruit quelque chose que tu aimes, quand on coupe le lien, eh ben c'est la tristesse qui sort, et c'est tout à fait normal. Les émotions, ça doit sortir, et c'est comme ça. Et c'est ok. Moi, je vois plutôt un problème dans les gens qui ne ressentent pas actuellement de la peur, de la colère, de la tristesse, du désespoir, de la honte, de la culpabilité. Pour moi, ceux qui ressentent pas tout ça, soit ils ont un problème de connexion avec leur intériorité, soit c'est des psychopathes. Soit ils sont pas au courant, mais ouais, mais même moi, il y a 10 ans, les émotions, enfin voilà, j'ai une formation d'ingénieur rationnel, tout ça, et voilà, je dis ça, je savais même pas qu'il y avait des émotions. Mais après, ça s'apprend. J'ai fait j'ai évolué, et j'ai grandi dans ce domaine. J'avais une tête tu vois, exploitée, je sais pas comment dire, et j'étais que dans le mental et pas ni dans les mains ni dans le cœur. Donc en 10 ans, j'ai essayé de déployer une sorte de sagesse, on pourrait dire. Moi, je suis vraiment à la recherche de ça, ce qu'on a appelé collapsosophie, la sagesse de l'effondrement, la mort, la finitude. Et moi, j'ai assez de facilité avec ça parce que voilà, quand j'étais jeune, ado, j'ai eu un accident grave, j'ai côtoyé la mort. Donc, je dis souvent que je suis à ma 2e vie. Je suis déjà mort sur le bitume, c'est un accident de la route. Et j'ai pas de soucis, disons que je suis assez décomplexé par rapport à la question de la mort, et de ma propre mort et de celle des autres, et que c'est ok d'en parler. Donc peut-être ça, c'est quelque chose qui m'a, pour revenir à ta question, que je suis assez détendu, qui a fait que je suis allé vers ça assez naturellement, et que j'aime bien. Je vois que c'est très gênant pour plein de gens, et j'ai envie d'aider, et du coup de faire évoluer, voilà, qu'on soit l'étincelle de base de la collapsologie, c'était qu'on soit le plus nombreux possible à traiter de ces questions, et du coup à se préparer. Plus on est nombreux à être informés, à se préparer, moins on va souffrir. En gros, c'est ça. Ah, t'as bien allumé la mèche. Oui, je me demande, est-ce que Pablo Servigne fait de l'éco-anxiété ? Oui. Et heureusement, enfin, c'est normal. Même actuellement, on voit les nouvelles du monde, c'est juste atroce. Bon, encore plus quand t'es scientifique, ça doit être... Ouais. Alors c'est vrai que c'est un peu passé. C'est-à-dire, il y a 10 ans, c'était vraiment gros niveau de cortisol, d'adrénaline, de machin. C'était compliqué, la peur, compliqué de gérer. Je sais pas si le mot gérer est bon, mais de traverser ces émotions. J'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup de ressentiment envers un système, envers des gens qui font rien, qui ont les leviers du pouvoir et qui nous pourrissent la planète, qui pourrissent la vie de nos enfants. Surtout qu'il y a 10 ans, on s'installait, on faisait des enfants, voilà, et en ayant côtoyé plein de couples qui ont des enfants, des jeunes enfants qui sont enceintes ou qui ont envie d'avoir des enfants, c'est très très dur d'aborder ces questions, parce qu'on est vraiment dans un élan vital, une ouverture, et voilà, bref. Et donc oui, j'ai ressenti beaucoup, et je ressens encore. Alors ça s'atténue de la même manière que le deuil. Tu vois, quand tu perds un être cher, quand il se passe un événement grave dans ta vie, les émotions... D'abord, il y a une sidération, on déconnecte pour pas ressentir des trucs trop puissants. Et donc, on fait semblant, oui, tout va bien, on prépare les faire-part de décès. En mode machine automatique. Ouais. Et petit à petit, quand toute la famille part, au bout de quelques jours, semaines, wow, il y a la vague de tristesse qui nous submerge. Et là, c'est fort. Et là, faut apprendre à gérer. Faut avoir un environnement psycho-affectif assez stable. C'est pour ça que c'est bien de lire tous ces bouquins, toujours en parlant et en ayant une écoute, d'écoute attentive. Et seul, c'est très compliqué. Le deuil, ça se fait jamais seul. C'est quelque chose de très social.
et la collapso aussi. Et du coup, le deuil, ça dure 1 ou 2 ans peut-être. Enfin voilà, les psychiatres disent 2 ans, parce que tu dois parler et ressasser les mêmes histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cet accident? Et la mort de cette personne, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Jusqu'à ce que ça s'use. Les émotions, elles nous traversent, mais elles s'usent. Et à la fois, on finit non seulement par user l'émotion, mais à se refaire un récit. Et c'est exactement ce qu'on dit. Parler du collapse, des catastrophes, ça permet de se reconstruire un monde, une psyché en lien avec les mauvaises nouvelles. Donc d'accepter tout ça. Accepter, ça veut pas dire rien faire, ça veut dire accueillir, acter les faits catastrophiques et du coup aller de l'avant et permettre de se passer à l'action en mode pas du tout dérouté par les affects, quoi. Ouais. Voilà. Comment est-ce que toi tu vis le fait d'avoir potentiellement déclenché, c'est provoque, hein, mais des milliers de dépressions? Je pense pas que tu te le dises comme ça, mais je crois qu'il y a plein de, j'allais dire, de chefs d'État qui en provoquent beaucoup plus. Oui. Mais c'est plus indirect. Plus ils éborgnent et ils blessent les gens. Mais non, ça arrive de moins en moins. Je te rassure. Il y a 10 ans, c'était plus fréquent, et là, tu vois que ça change, depuis 5 ans, c'est un acquis. Hein, je veux dire, les gens, enfin, j'en fais plus des conférences, mais parfois quand il y a un peu de public, c'est totalement acquis. Il n'y a plus personne qui est au milieu. Ça m'est arrivé plein de fois, qui se lève, qui part soit en pleurant, soit en colère, soit c'est n'importe quoi. Maintenant, on sait quoi. Tu vois, il y avait un sondage pour la Fondation Jean Jaurès là il y a quelques mois qui disait, dont le résultat c'était sur 1000 personnes en France, mais 1000 personnes aussi en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, je sais plus. Okay. Et il demandait par rapport à est-ce que vous pensez que vous allez vivre la fin de notre monde, donc de notre vivant? Oui, pour 2/3 des Français, et tous les autres pays c'est à peu près pareil. Donc c'est quelque chose, si tu veux, c'est vachement, c'est mainstream. Ouais. On est tous là-dedans. Aujourd'hui, ça a changé par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ça c'est dans plein de pays dans le monde. C'est pas juste en France, c'est pas juste la collapso, c'est partout. En Angleterre, il y a un bouquin de Jem Bendel, enfin un mouvement qui s'appelle Deep Adaptation, adaptation radicale. Dont vous parlez dans Yggdrasil, non? Voilà, dans Yggdrasil, on a fait un dossier là-dessus. On a interviewé Jem Bendel, l'anglais, qui est un peu le collapso anglais pour faire vite. Okay. Il retombe sur les mêmes, sans connaître le mouvement en France, il retombe sur les mêmes logiques. Tu vois, le côté scientifique, le côté sagesse spirituelle et le côté action. Moi, l'an dernier, j'ai fait une éco-dépression tout 2019 en gros. J'ai fait 2 vidéos là-dessus qui justement ont pas mal résonné avec ma communauté. Et je trouve que mon rapport au temps a radicalement changé. Parce que, sûrement comme beaucoup de gens, mais avant, culturellement aussi, on imagine un futur assez prévisible, a priori meilleur qu'aujourd'hui, stable, etc. Et là, tout d'un coup, l'avenir était bouché, quoi. Et c'était un futur, beaucoup plus imprévisible, lointain, sombre et aléatoire, quoi. Et du coup, il y avait à la fois ce sentiment d'être pris à la gorge mais en fait, on n'a plus le temps, quoi. Et du coup, tu peux plus te projeter dans le futur, donc t'es prisonnier du présent. Et en même temps un double mouvement de vu que il y a plein de choses qu'on prenait pour acquises et que maintenant potentiellement on peut tout perdre, de gratitude énorme et de savourer beaucoup plus chaque chose, que ce soit les relations avec les gens que t'aimes, je sais pas, cette interview là maintenant tout de suite, ou juste d'avoir de l'électricité ou de l'eau courante, quoi. Est-ce que toi, ton rapport au temps, il a changé depuis que tu bosses sur l'effondrement? Ouais, c'est une super question. Je pense que oui, mais là il y avait beaucoup de choses dans ce que t'as dit. Je lâche des petites bombes et puis notre monde, société moderne, occidentale, cartésienne, machin, industrielle, capitaliste, je sais pas comment on peut l'appeler. Elle a coupé ce rapport au temps long. À la fois, on s'en fout des générations futures qui crèvent, on a l'impression qu'on en a rien à battre. Et puis, et les générations passées, on a coupé le lien. Il n'y a pas d'ancêtres, il n'y a pas de sagesse. On les déprécie, on les met dans les EHPAD, on s'en fout des vieux. Il y a un côté rétrécissement de l'horizon de temps. On est juste dans le présent, et ce qui compte, c'est faire du fric au présent. C'est tellement unidimensionnel et tellement petit qu'on a juste
couper les liens et enlever le sens à la vie. Tu vois, on est là perdu dans un truc merdique, quoi. C'est affreux, c'est une petite prison de temps. Et donc ce que tu dis est intéressant parce que se rendre compte de toutes ces questions-là, réouvrir la question écologique nous force à réouvrir à ce qui nous dépasse. Tu vois, le climat, ça nous dépasse. C'est des catastrophes qui nous dépassent. La perte des espèces qui disparaissent, c'est fou, ça nous dépasse. Le temps long géologique, le temps climatique, les liens entre nous, entre humains, mais les liens qu'on doit retisser avec les non-humains, avec les champignons, les bactéries, les plantes, et voilà, ça nous force. Voilà. En fait, l'écologie, c'est quoi? C'est le social étendu aux non-humains. Tu vois, c'est juste, tu augmentes ta sphère de prendre soin de l'humain, prendre soin du non-humain, de la maison, en fait, de la maison commune. Et du coup, ça nous force à réouvrir les horizons de temps, à se préoccuper des générations futures, à aller trouver des sagesses du passé, voilà. Et c'est exactement ce qu'on a vécu pendant le confinement. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, j'étais dans cette sphère qui se referme là, tu vois, cette globalisation qui s'arrête. On s'est rendu compte de la finitude, de la mortalité de nos sociétés. Ça a fait un choc. Et du coup, on prenait soin de l'essentiel. Ce déclic de maintenant, waouh, c'est quoi l'essentiel? C'est prendre soin de mes enfants, faire un potager et puis me perdre dans des bullshit jobs. Du coup, cette question de l'effondrement, elle peut faire voir les choses en gris, comme tu disais dans la question. Et en fait, toute la démarche, la posture qu'on avait depuis le début, donc collapso entre guillemets, c'est être conscient, lucide, mais de toujours veiller à réouvrir les possibles, les horizons, colorer la vie. Tu vois, par exemple, quand on t'annonce une maladie grave ou incurable, bam, il y a ton monde qui s'effondre. C'est la douche froide et tu restes sidéré. Et puis, toute la démarche, ça va être de choisir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Soit on se tire une balle, soit on dit on va au bistrot, on attend la fin de la vie. Soit on se dit, non, mais moi je vais profiter de ces 6 derniers mois. Je vais aller me réconcilier avec mon fils, avec ma belle-mère, j'en sais rien, moi, ou aller juste passer du temps dans la nature, parce que c'est ce que je considère comme l'essentiel. Et là, tu trouves un chemin de sagesse qui est ce que Confucius appelait la deuxième vie. Tu vois, on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. J'ai demandé sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient une question qu'ils rêveraient de poser à te poser. Il y en a pas mal qui ont dit, notamment un jeune qui a 18 ans et qui fait de l'éco-anxiété. Et du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais 3 conseils pour quelqu'un qui souffre d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression? La première chose, déjà, c'est, j'évoquais ça tout à l'heure, c'est d'en parler, c'est d'arriver, d'avoir une oreille qui écoute, d'avoir quelqu'un qui peut écouter, mais sincèrement, profondément, ce qui te vient, quoi. Tu dois pouvoir lâcher ton sac, déposer ton sac. C'est hyper important. Alors ça peut être un psy ou je sais pas, hein, mais d'ailleurs à ce propos, il y a dans le Yggdrasil, on a fait une interview dans le dossier adaptation radicale sur le mouvement anglais. Et il y a une Française, Charline Schmerber, qui a développé des techniques ou des consultations, enfin tout ce qui est attrait à l'éco-anxiété. Ouais. Comment on fait quand on considère que des effondrements, des catastrophes seront inévitables? Et là, il y a les Français qui ont pris du retard par rapport aux Belges ou aux Suisses ou voilà aux autres pays et qui s'organisent là en réseau. Donc, un des conseils, en plus de parler à des proches, si on n'a pas de proches, si on n'a pas de psy, c'est d'aller contacter des gens spécialistes de l'éco-anxiété. Je pense aussi à Pierre-Éric Sutter, qui est un psychologue qui a eu de plus en plus de patients des collapsonautes et un peu traumatisés et qui voulait voilà, et donc il s'est un peu spécialisé là-dedans et vient d'écrire un livre avec l'économiste Loïc Stéphan, je l'ai pas amené aujourd'hui, mais qui s'appelle N'ayez pas peur du collapse, qui est vraiment excellent parce qu'il traite cette question de la mort philosophique, de l'éco-anxiété, de tout ça, et pour dire que contrairement aux idées reçues, la question de l'effondrement ne mène pas à de la démobilisation. Certes, il y a des étapes désagréables,
mais 3/4 des collapsonautes, donc ceux qui considèrent l'horizon du collapse comme vraiment très crédible et qui sont là-dedans, les 3/4 sont dans des actions, croient à l'action individuelle ou collective. C'est énorme. Ils sont impliqués là-dedans. Parce que t'as envie de survivre, quoi. Et qu'une petite partie, en fait, qui est démobilisée. Donc c'est contrairement aux idées reçues. Ça, c'est important de le souligner. Ok. Parce que tu auras un deuxième conseil pour lutter contre l'éco-anxiété. Premier, c'était en parler aux proches. Deuxième, aller voir des psys spécialistes. Ouais. Et le troisième, en fait, c'est passer à l'action. Il y a un malentendu. On considère souvent que il faut trouver de l'espoir dans les livres ou je sais pas où pour passer à l'action. C'est faux, c'est l'inverse. C'est parce qu'on passe à l'action qu'on retrouve le collectif, la joie d'agir ensemble et qu'on retrouve l'espoir. Donc ce qu'il faut, c'est pas de l'espoir au début, c'est du courage. Tu vois, c'est agir. Et en agissant des petits pas d'abord, si on n'est pas habitué à agir, les grands militants, ils peuvent faire des grands pas déjà, mais en tout cas, commencer à se mettre en mouvement, c'est une manière de mettre en mouvement émotion, donc ressentir l'éco-anxiété, de la peur, de la colère, tout ça. Émotion, c'est ce qui met en mouvement. Voilà. Et c'est ton corps qui te dit, mets-toi en mouvement. Et il te dit ce qui va pas. Il te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, faut l'écouter, l'émotion, faut la traverser et faire en sorte de bouger. Voilà. Et si tu bouges pas, tu te mets en dépression. Ton âme, elle fait la grève. Tu vois, si tu l'écoutes pas, t'écoutes pas tes émotions, t'es en dissonance cognitive, tu continues ton job à la con ou un job toxique ou un job où tu t'emmerdes ou je sais pas quoi. Et ben voilà, ton âme refuse d'avancer et c'est la dépression. Faut passer à l'action. Trop bien. Et un dernier, un petit bonus pour la route. Là, tu me prends de court, un petit bonus. Lisez Yggdrasil. Carrément. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'ils trouveront dans Yggdrasil qui peut les aider à... Alors avec Yggdrasil, on a commencé un magazine spécialement sur la fin du monde, l'effondrement, et comme c'est la moitié du récit, l'autre moitié c'est la renaissance qu'on a appelé le renouveau. L'idée c'était de donner la voix à d'autres personnes, de montrer qu'il y a un mouvement très riche, très pluriel, très coloré et partout en France, mais partout dans le monde aussi. Donc voilà, donner la voix à d'autres gens. Et toujours faire le lien entre le mental, la tête, le cœur, donc le spirituel, les émotions, et l'artistique et tout, et les mains, l'action. Et de pas aller trop dans l'un ou l'autre. Voilà, c'est comme un tabouret, voilà. Dès qu'il manque un pied, on se casse la gueule. Et cet équilibre-là, moi, franchement, je l'ai pas trouvé beaucoup dans beaucoup de magazines. Donc on s'est dit, on fait notre magazine, voilà. Trop bien. 12 numéros, trimestriels. Là, on est au numéro 6. Donc, dans 6 numéros, on arrête, on s'autodétruit. Et on meurt. Bah, du coup, si vous cherchez là, c'est bientôt Noël, des idées de cadeaux de Noël, moi, clairement, j'avais offert un abonnement à mon frère et il est très content. Et je vous le conseille. Non. Sur ce côté éco-anxiété, pour toi, du coup, comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui s'effondre? Ouais, heureux, c'est une grosse question. Je sais pas. Chacun a sa réponse. Moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais les catastrophes qu'on traverse, qui sont déjà là, et les risques à venir. Moi, j'appelle ça les tempêtes. C'est un peu une métaphore, mais on va vivre un siècle de tempêtes. Et le déclic, c'est de se rendre compte qu'elles vont durer. On n'est pas dans une crise ponctuelle avec un espoir de retour à la normale, tu vois. C'est pas juste. Là, c'est la mise en bouche. Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir, c'est de l'endurance qu'il faut. Voilà, on va en avoir plein la gueule. Tu vois, des incendies, des sécheresses, des ouragans, le climat qui se détraque, des espèces qui disparaissent, des pollutions, des pandémies, il y en aura encore, des crises politiques, des autoritarismes, et tout ce que tu veux. Tout le siècle, on va en vivre. Donc, il faut pas juste arriver à retenir son souffle et attendre que ça passe. Il faut respirer et il faut trouver une manière d'être bien là-dedans. Voilà. Malgré un environnement qui se dégrade, donc comment se poser, être bien avec soi-même. Bon, voilà, c'est des questions. Chacun trouve ses moyens d'être bien avec soi-même et avec les autres, mais il y a mille et une manières.
mais on est obligé de trouver la joie. Je parle même pas de bonheur, hein, c'est la joie, parce que ça va durer toute la vie. Donc si tu trouves pas la joie, c'est quoi la vie, tu vois? Si tu passes, voilà, en fait, et ces phases d'éco-anxiété ou de peur, c'est passager. Donc il y a toujours de la joie, même au plus, comment dire, au fond du trou, ou même on passe un point de Godwin là, dans les camps de concentration. Il y a des gens qui essayaient de trouver une raison, de se fabriquer du sens. Dans le Mercantour, là, il y a eu des inondations, des grosses pluies là qui ont dévasté deux, trois vallées. Et ben voilà, il y a de la reconstruction, de l'entraide, et aussi tous les jours, même si c'est dur, bah il y a des moments de joie, etc. Donc c'est ça. Les 4 émotions en fait, colère, tristesse, peur, joie, bah, on les vit tout ensemble, et voilà. Après, la question du bonheur, c'est un truc pour les philosophes. Je pourrais pas répondre plus en détail, mais trop bien. Je voudrais basculer un peu plus sur le militantisme. J'ai l'impression qu'au début, tu avais une posture très scientifique, où c'était plus en mode voilà les faits, et sans, à mon avis, volontairement avoir envie de prendre position aussi pour pouvoir toucher sûrement le plus grand nombre. Et que depuis quelque temps, tu rajoutes par-dessus une couche militante et du coup politique aussi. Est-ce que c'est vrai, et qu'est-ce qui a changé? En fait, j'ai toujours été militant. Depuis que j'ai 20 ans, voilà, je suis engagé dans plein de mouvements. Et le livre qu'on a sorti en 2015, Comment tout peut s'effondrer, on l'a volontairement neutralisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé ni du que faire, on s'est contenté, pardon, des faits, donc ni le que faire, ni le à qui la faute, c'est dû à quoi, quelles sont les causes, parce que si on va là-dedans, tout de suite on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On a tous une vision du monde différente. Donc nous, on voulait juste faire un livre sur les faits et au moins s'accorder sur ça. Et le but de ce livre, c'était une première pierre pour que toutes les strates de la société, toutes les classes sociales, tous les secteurs d'activité puissent s'emparer de ce mot. Donc c'était un mot le plus neutre possible. Voilà. Mission accomplie. En fait, c'était juste la première étape de ton plan machiavélique, en fait. Non, mais je te jure, dès le début, en fait, avec Raphaël et puis Gauthier après, on avait un projet d'une trilogie. Okay. Et donc, on a collapsologie, logos, le mental, comprendre les faits. Voilà. Collapsosophie. Donc après, il y avait deux tomes. Collapsosophie, donc comment vivre avec la voie intérieure, tu vois, la sagesse, l'art, la spiritualité, l'éthique, tout ça, la psychologie. Et la voie extérieure, c'est-à-dire l'organisation, la politique, qu'est-ce qu'on fait, en temps d'effondrement, quoi. Donc la tête, le cœur et les mains. Donc là, on a fait le tome 2 et il manque encore le tome 3 qui est le faire, l'organisation. Et donc forcément, comme je suis là-dedans à fond, on n'a pas encore publié le bouquin, mais on recherche, c'est même pas sûr qu'on le publie, mais on est dedans, c'est ce qui nous motive là en ce moment. Et ben forcément, j'apparais, mais c'est un prisme médiatique si tu veux, plus dans les mouvements politique. Mais là, je reviens en fait à mes premiers amours que j'avais un peu cachés ou abandonnés, ou je sais pas comment dire. Et donc, par exemple, le Conseil national, la Nouvelle Résistance, en termes de positionnement. Ben c'est c'est un positionnement, c'est politique, c'est une prise de position qui du coup qui clive, alors qu'avant les faits c'était pas clivant. C'est une des organisations où voilà, il y a plein de manières de s'engager. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la solution, etc. Et il y a un autre bouquin, je l'ai pas là parce qu'il est en impression, qui s'appelle Aux origines de la catastrophe. C'est Au lien qui libère. Avec Raphaël Stevens, on a coordonné un ouvrage collectif avec 25 auteurs. On a demandé à 25 personnes quelle est la cause principale de la catastrophe qu'on est en train de vivre, globale, systémique. Et il y a eu 25 réponses différentes. Donc, on essaye de tisser les liens entre les causes. Alors, le capitalisme, c'est le top, voilà. Enfin, le top, c'est la réponse la plus fréquente. Mais il y a les énergies fossiles, le patriarcat, que sais-je, l'extractivisme, la séparation nature-culture,
la thermodynamique ou la complexité ou voilà des choses qu'on maîtrise moins, et la création des villes, l'urbanisme, ou, l'agriculture ou la civilisation, tu vois. Et chacun a ses réponses et se focalise sur un ennemi, du coup une voie politique, et ça fait plein de brouillard. Donc on essayait un peu de remettre de la complexité, ce qui est la posture de la collapsologie depuis le début. Tu vis entre la Drôme et Paris, et en plus tu prends le temps de faire d'interviews avec d'aller voir tous les publics, quoi, autant des squats que le pape. Vu que là on est effectivement parti pour un siècle de tempête, comment est-ce qu'on fait pour militer pendant toute sa vie en fait sans s'épuiser? Ah ouais, alors Parce que t'as l'air en forme, toi. ouais, je suis fatigué quand même. C'est vraiment épuisant quand on s'implique en réunion, enfin quand on s'applique dans le monde et on veut changer un peu les choses, c'est tout de suite fatigant. Donc le premier écueil, le grand risque, c'est le burn-out. J'ai vu tellement de copains militants, de copines militantes en burn-out. C'est le premier syndrome à éviter, c'est le syndrome du sauveur du monde. Voilà, je veux sauver le monde. Là, c'est burn-out assuré en quelques mois. Après, bon, faut faire ses armes, faut passer par là, peut-être, je sais pas, mais il faut trouver un équilibre. Et ça, enfin, il y a plein de moyens, mais personnellement, il faut une hygiène de vie dans le sens où arriver à se connaître. C'est pas qu'une question de manger, dormir, c'est connaître ses limites. Donc c'est une question d'aller voir à l'intérieur de soi comment on gère ses émotions, comment on se laisse pas dépasser, où sont nos limites physiques, mentales, émotionnelles. Et puis après, il y a la famille qui arrive, les enfants, le machin, le job, le tout. Et c'est vite débordant. Donc si on veut tenir encore une fois dans la durée, eh ben faut se ménager et prendre soin. Et donc actuellement, c'était l'un des propos de notre livre Une autre fin du monde est possible. Ouais. On a une société qui valorise l'efficacité. Donc l'archétype masculin, donc pour ceux que ça gêne, on va employer le mot yin et yang. Donc le yang, c'est l'efficacité. Ce qui compte, c'est d'être efficace et d'arriver à l'objectif. Versus le yin, on va dire le soin, prendre soin. Et actuellement, et c'est une amie qui s'appelle Marine Simon qui m'a fait ce déclic, c'est-à-dire que le logiciel de notre société aujourd'hui, c'est il faut faire efficace pour pouvoir après un peu prendre soin. Il faut du PIB, sinon t'auras jamais des hôpitaux. Bon, tu vois la caricature. Le prendre soin, c'est secondaire. Ça arrive quand on est tous riches et on fait de la croissance. Et elle invite à penser l'inverse, c'est-à-dire non. Laissons un peu l'efficacité parce que c'est un truc qui arrive avec ses grosses godasses et qui crame tout, quoi. Et donc, qui prend pas soin. Donc, allons vers le prendre soin. Et si on prend bien soin, on ira vers des choses efficaces sans laisser des gens sur le côté et pas au détriment des humains, des non-humains, tu vois. Il y a un changement complètement de paradigme à faire. Et se prendre soin, il est pas du tout là chez les militants. Beaucoup de militants, c'est efficace, faut cogner, efficace. Parce qu'on a intégré le capitalisme, en fait. C'est militaire, militant. Tu vois, il y a un côté, le philosophe Miguel Benassayag, il parlait à l'époque, c'était il y a 10-15 ans, de militantisme triste. Tu vois, t'es dans le mental, dans l'efficacité, il faut y aller, il faut tenir, tac, voilà, rapport de force. Hein. Certes, dans certains moments, il faut, mais il y a un côté prendre soin. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ce que Extinction Rebellion appelle la culture régénérative. Donc, Extinction Rebellion, ils ont des groupes qui prennent soin, tu vois, qui régénèrent les militants. Depuis 30-40 ans, on est très inspiré par Joanna Macy, une activiste philosophe américaine, qui fait des ateliers d'éco-psychologie. Et elle a démarré en prenant soin des militants anti-nucléaires, qui étaient démontés par ces questions nucléaires, qui mènent tout droit au burn-out, quoi. Et comment prendre soin, comment remettre les gens dans la lutte, comment faire durer les luttes, en fait. Juste prendre soin, c'est pas un truc de petit bobo qui a peur, qui est lâche ou je sais pas quoi, qui est pas viril, tu vois. C'est vraiment recharger tes batteries, sinon voilà, des luttes, de la vie, il y a pas de honte à ça. Et pour moi, bien militer, non, tenir dans la durée, c'est cet équilibre entre efficacité et prendre soin. Mais c'est pas évident dans notre culture.
Avec le pétrole qui va coûter de plus en plus cher, du coup le transport aussi, il y aura beaucoup moins de mobilité, à la fois des personnes, mais aussi de l'alimentation qu'on pourra beaucoup moins faire venir de loin ou des biens. Et du coup la vie sera beaucoup plus locale. J'ai lu que pendant le Covid, toi tu avais décidé de t'impliquer davantage dans la vie politique de ton village, je crois. Attends, ouais, dans la première partie de ta question, il y a peut-être un raccourci parce qu'actuellement le pétrole est pas cher. Donc certes, il peut être très cher et de plus en plus rare, mais le problème c'est qu'on peut avoir des ruptures aussi. Et juste je préciserai la question que le local, il peut venir progressivement sans qu'on choisisse, mais si on investit aujourd'hui dans le local, c'est pour se protéger des chocs globaux. Tu vois, le local, c'est la résilience par rapport aux chocs globaux. Et le global, c'est la résilience par rapport aux chocs locaux. Quand tu as un petit incendie, une sécheresse, machin, c'est grâce au commerce avec les autres régions que tu peux t'en tirer. Donc l'idée, c'est un équilibre local-global. Et du coup, moi, j'étais fort dans le global, dans les luttes globales, etc. Et moi, je suis un déraciné, je suis à moitié colombien, j'ai été 20 ans en Belgique, et je suis toujours l'étranger quelque part, toute ma vie. Et là, on s'est fixé dans des petites montagnes, un petit village, et puis j'avais cette intention, enfin j'ai toujours, de participer à la vie locale, la vie de la vallée. Je vais un peu au conseil municipal, j'essaye de m'intéresser aux questions et de m'imprégner de cette vie. Ça, c'est ma démarche personnelle. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais moi, c'est mon chemin. Et ce que ça m'a appris, la leçon que j'en tire après quelques années, c'est pas qu'il faut choisir local, global. C'est un faux choix. J'ai eu ce déclic. Attends, comment l'exprimer? C'est que en fait, on est un petit village. Le local, c'est que tout le monde se connaît. Tu vois, on n'est pas dans l'anonymat des villes où t'en as rien à foutre de ton voisin. Enfin, tu peux te permettre le luxe de t'en foutre de ton voisin. Tout. Là, tout le monde se connaît. Donc, dès qu'on fait un truc, tout le monde sait. Donc, il y a de la réputation, il y a ci, il y a ça, il y a de la réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois cohabiter avec des gens avec qui t'es pas forcément d'accord sur tout. Et moi, ça m'a appris quelque chose, c'est que parfois, il vaut mieux s'entendre avec ses voisins qu'avec ses idées, ses propres idées, tu vois. Pour moi, c'est une leçon de résilience. C'est-à-dire, quand il y a un choc, on l'a vu pendant la pandémie, tu feras avec, un choc global en tout cas, tu feras avec tes voisins, même si tu le détestes, à un moment, tu dois t'entraider. Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans une sorte de réconciliation ou quelque chose comme ça. Bon, je sais que c'est une question que les collapsologues aiment pas trop parce que vous pouvez pas lire l'avenir, quoi, mais tout le monde vous la pose et je pense que ça intéresse clairement les gens. Toi, dans ta boule de cristal, bon, c'est de la dérision évidemment, comment est-ce que tu vois l'avenir dans 5 ans? Ouais, déjà la présidentielle de 2022, c'est super loin, voilà. 5 ans, ça nous mène où alors? Ça, c'est 2025, 26. Oh là là, c'est dur comme question. C'est à la fois du changement et pas de changement, c'est-à-dire qu'il y aura forcément une continuité. Moi, je vois pas de grands événements ponctuels qui anéantissent tout. Ça, c'est un fantasme pour moi. Après, suivant les régions, mais nous, on est en France, voilà, on peut vivre des événements qui vont faire des bascules localement. Ouais, plus ou moins localement, régionalement. Bon, ça, il y en a plein des possibles, hein. Dans les chocs globaux possibles. À part les pandémies, t'as les blackouts. Ça, c'est un des plus durs ou disons violents, rapides. Après, t'as des chocs économiques ou financiers, genre boursiers et tout. Voilà. Grosse bulle spéculative, ça peut arriver dans les 5 ans. Là, si la BCE et tout continue à imprimer, ça peut tenir encore des mois au niveau financier, même si c'est très fragile. Ils ont maintenant des algorithmes de détection des perturbations, voilà, qui stabilisent quand même la finance, mais on n'est jamais à l'abri d'une bulle spéculative ou d'un événement majeur ou d'une guerre ou je sais pas quoi. Donc moi je vois une continuation des rythmes et de la fréquence et de l'intensité des catastrophes, genre les incendies en Australie, en Amazonie, en Californie, tout ça c'est sûr qu'il y en aura de plus en plus. Donc les sécheresses, donc des ruptures d'approvisionnement, donc on va s'adapter, et puis ça va nous tomber sur la gueule de l'autre côté, on l'avait pas vu passer, et puis ça va reconstruire. Voilà. Et du coup, c'est tout noir? Non, c'est pas tout noir, c'est justement 50 nuances de gris.
Tu vois, c'est pas blanc ou noir, c'est compliqué. Après, l'avenir, c'est toujours aussi des grands événements incertains. Donc, on peut pas, je sais pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, j'aimerais voir, il y a deux choses. Je pense qu'on a des leviers encore un peu, hein, à grand niveau, quoi. Justement, je parlais de la BCE. Et puis, au niveau local, je pense qu'il y a une créativité politique qui s'est vue dans les ZAD, dans les gilets jaunes, dans les éco-villages. Qu'on sous-estime. Qu'on méprise aussi. Beaucoup de médias méprisent ça. Et chez XR, chez les jeunes, voilà, le vert, les jeunes génération climat, le rouge et les jaunes. Je pense que là, il y a une inventivité politique. On a besoin, on sent que les gens, ils sont conscients et ils ont envie d'innover, tu vois, politiquement. Donc, des micro-innovations partout qui pourront faire masse. Donc, moi, je vois l'imprévu aussi bien dans les catastrophes, le noir, comme tu dis, que dans le positif, c'est-à-dire que si on fait masse, si on met la pression, si on invente, si on crée des expériences partout, à un moment, il peut y avoir un effet boule de neige, un effet de bascule vers quelque chose de plus positif et du coup qui vient du haut ou qui vient du bas. Voilà. Et donc, on peut pas savoir, mais et il faut vivre avec cet horizon à la fois de continuité et de discontinuité. C'est ça que notre message, hein, Collapso. Mais il faut se préparer à mourir en même temps qu'il faut se préparer à vivre. En même temps, dans la joie. Tu lâches des punchlines comme ça, au calme. Et en fait, c'est ce que nous enseigne la philosophie depuis plus de 2000 ans. C'est comment bien mourir, c'est la clé d'une bonne vie. Du coup, je te disais, j'ai demandé sur Insta aussi, du coup, quelle question il rêverait de te poser. Et une question qui revenait souvent, c'est, pour toi, en ce moment, ce serait quoi le truc qu'on peut faire pour changer les choses, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Est-ce que toi, en ce moment, il y a un moyen d'agir qui résonne particulièrement? Je suis très sensible actuellement, mais c'est actuellement, c'est pour ça que c'est très contextuel, à l'action des réseaux sociaux et de la surveillance généralisée. Pour moi, c'est la clé. Si la surveillance généralisée, tu vois, tout ce truc de 5G, d'état surveillance, l'État, il a retrouvé sa puissance avec la pandémie et ça peut être très dangereux. Si la 5G passe, si les GAFAM prennent du pouvoir, si l'État coordonne tout ça, on va vers un point de non-retour où il sera même plus possible de dire militant dans une vidéo. On sera directement d'ailleurs ça commence. Enfin, je veux dire, c'est très grave les attaques à la démocratie. Donc là, pour moi, il y a vraiment une lutte à jouer pour la démocratie. Voilà. Et donc, je suis assez sensible à comment on essaye. On réfléchit à ça dans Yggdrasil. Comment on essaye de sortir du trop de virtuel. Et là, on doit vraiment chercher une solution. Voilà. Après, il y a mille choses à faire dans des tensions pas mal au niveau laïcité, religion. Voilà, je trouve qu'il y a des tensions, des étiquettes, des camps qui se contractent. T'es avec ou contre moi. C'est assez fort, hein, ça se sent. Je pense que les réseaux sociaux sont largement fautifs, hein, coupables, responsables dans ces clivages. Et dans ces micro-bulles, en fait, on est plus en train de faire du commun. On est dans des micro-bulles où on se comprend plus. Et là, c'est un attaque mortelle à la démocratie. Ce qui me touche, c'est retrouver les compétences sociales. Tu vois, émotionnelles, sociales, des groupes d'écoute, des groupes d'entraide. On l'a bien vécu avec la pandémie. On a lancé un réseau national Covid Entraide. Donc, retrouver des compétences parce qu'on nous l'a pas appris à l'école. On sait pas. Et là, chez les militants XR ou n'importe où, on voit des codes, tu vois, les codes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin. Plus de facilitation, de démocratie participative. Voilà. Culture de démocratie interne, directe, participative. Prendre des décisions. Ça, c'est vraiment important. Le prendre soin des groupes. Bon, moi, je suis très fort dans le mental, l'intellect, les livres et tout. Donc, mon gros effort, c'est aller vers les mains. Mais tu vois, quelqu'un qui est dans les mains, j'ai aucun conseil à lui donner. Donc. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Fais ton autodiagnostic. Est-ce que tu utilises beaucoup plus ton cerveau, ton cœur ou tes mains? Et du coup, essaie d'aller vers celui que tu utilises le moins, quoi. Essaie d'aller vers là où tu as envie de progresser, mais aussi aider. En fait, la question clé, c'est quand il y a une rupture, une catastrophe, un effondrement. Ouais. Réfléchis pas comment tu peux faire pour survivre. Réfléchis qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton voisin. Ça change tout. Voilà. Et plus t'es préparé,
conscient, informé, plus tu pourras aider les autres, tu vois. C'est pour ça m'énerve trop quand les gens ils crachent sur les gens qui créent leur écolieu ou qui développent leur autonomie. Je comprends, mais en même temps, si t'es autonome, dans un scénario d'effondrement, forcément, tu seras le premier à être capable d'aider d'autres personnes parce que c'est comme le masque à oxygène dans l'avion, quoi. Si tu peux pas aider les autres tant que tu l'as pas mis sur toi, quoi. Exactement. Ce qu'on appelle le mouvement preppers. Enfin, les survivalistes, plus collectivistes, plus collectivistes. Ouais. L'émission s'appelle Soif de sens, donc on va parler un peu de ta quête de sens. Comment est-ce que toi, tu trouves du sens dans ta vie? Putain, c'est une bonne question, ça. Peut-être que t'en trouves pas, je sais pas. Non, mais ça vient de très loin, en fait. J'écoute mon intuition. J'ai toujours pris les choix dans ma vie en écoutant l'intuition. Souvent, quand des jeunes me disent quelles études je dois faire, je dis écoute, c'est en toi, quoi. Tu fermes les yeux et tu vois ce qui te donne de la joie. T'imaginer et surtout pas choisir une carrière en fonction du marché du travail ou des conneries comme ça. Non seulement ça n'a pas de sens, c'est un sens qui te vient de l'extérieur, mais en plus ça change d'une année à l'autre le marché du travail, voilà. Donc c'est vraiment apprendre à écouter son intuition, tu vois, sa petite voix intérieure. Moi j'ai ça depuis longtemps, donc tout ce que je fais, je trouve a du sens. J'arrive pas à me lever le matin quand ça a pas de sens. Voilà, c'est plutôt en négatif. Je le fais pas. J'ai jamais bossé, même pour moi, en fait. Je fais rien pour gagner de l'argent. Je fais les choses qui ont un sens, que je ferais même si j'étais pas payé. C'est toujours été mon critère. Du sens, il y en a pas mal, en fait, dans tout ce qui est activisme, changer le monde, essayer d'aider les autres, tout ça. L'entraide, ouais, ça aide à donner du sens. C'est vrai que quand tu te mets à aider les gens, ça donne du sens. Puis on a besoin de liens et de sens, les deux. Les deux vont de pair, c'est-à-dire quand tu commences à créer des liens, ça donne du sens à ta vie, tu vois. Et quand tu donnes du sens, tu crées facilement des liens. Mais c'est exactement tout ce qu'a démonté notre société. On n'a plus de sens et plus de liens. C'est une attaque en règle contre les liens. Notre société techno-capitaliste, occidentale, voilà, tout ce gloubi-boulga libéral, machin, néolibéral. C'est une attaque contre les liens. Et comment est-ce que ton rapport au sens, toi, il a évolué au fil de ta vie? Je sais pas. Okay. Est-ce que tu as déjà eu des grosses remises en question ou des crises de sens ou des moments où tu étais là, je suis vraiment exactement là où je dois être? Non. J'ai toujours été là où je devais être. J'ai pas eu de grosses remises en question. Mais j'ai connu des gens qui ont eu ces grandes remises en question. Il y a des gens à qui ça arrive. Non, mais j'ai connu des gens qui ont fait ce virage ou cette crise de sens. Que d'ailleurs, tu vois, le livre N'ayez pas peur du collapse, Pierre-Éric et Loïc, ils appellent ça la métanoïa. Quand tu te rends compte que de la fragilité, de la vulnérabilité, de la mort, de la finitude, ton monde se bouscule, toutes tes priorités s'inversent, voilà. Et ce changement de rapport au monde, c'est la métanoïa. Et ça donne un sens nouveau. Le collapse, la question du collapse a assez de puissance pour te donner un sens nouveau à ta vie. Et chez plein de gens, et moi le premier, tu vois. Et du coup, j'aime bien accompagner, voir ces crises de la quarantaine ou de la trentaine ou de la vingtaine. Maintenant, il y a des très jeunes qui basculent dès le début. En fait, ce qui est très puissant chez les jeunes, c'est que ils arrivent direct là-dedans. Moi, je fais un parcours de 10 ans, 15 ans, tu vois. En fait, ils sont direct là-dedans, donc ils perdent pas tout ce temps. Bref. T'as moins besoin de désapprendre, quoi. Voilà. Ceci dit, sur cette question, attention. Moi, justement, je suis toujours en quête de quelque chose de plus, de nouveau. Et moi, ce qui me manque, c'est mais ça, c'est mon parcours, ma vie, c'est les anciens. Je suis à la recherche d'anciens qui nous lèguent une sagesse qu'on n'a pas eue. Je ressens un grand vide de quelque chose que j'aurais dû avoir et que j'ai pas eu. Tu vois, et une grande tristesse, une profonde tristesse de ça. Et ce vide-là m'amène, depuis que je suis petit, à chercher pas des vieux, parce qu'il y a des vieux qui sont pas des anciens. Tu vois ce que je veux dire? Des gens sages. Des gens sages.
et voilà. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Et ça, c'est ma quête de sens personnel. Il y a un vrai tabou sur le fait d'avoir des enfants quand on est écolo. Comment est-ce que toi tu vis le fait d'avoir eu 2 enfants, tu dis bébé de l'effondrement alors que tu avais déjà eu cette prise de conscience là, en sachant que tu leur laisseras probablement un monde moins habitable. Pas mal de gens me disent, nous, on a décidé de pas avoir d'enfants, ou nous, on a décidé, mais tu vois, mais on en parle. Okay. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est pas tranchée, que je suis très mal à l'aise de trancher, en fait. Je sais pas. Parce que c'est très personnel, c'est très... Ah oui, je te demandais pas de trancher, effectivement. C'était Tu vois, d'en avoir ou pas, ça dépend de tellement de facteurs, trajectoire de vie. Non, mais là, justement, pour le coup, j'ai envie de faire référence à un livre qui vient de sortir de Éric Lablanche, qui s'appelle Colère. C'est un journaliste, un ami journaliste, qui est en colère parce qu'il vient d'avoir une fille, une petite fille, un petit bébé, dans ce monde de merde, que lui, en tant que journaliste plutôt écolo, enfin sur les questions écologiques, il est très il est très imbibé de tout ça, et ça, évidemment, ça le met en colère d'avoir des irresponsables au pouvoir ou des criminels qui te foutent en l'air l'avenir de ton bébé, ton élan de vie. Ça te fout en l'air, quoi. C'est l'inverse de ta question, c'est-à-dire avoir des enfants permet de changer la posture que t'as vis-à-vis des catastrophes. Okay. Ça, j'ai remarqué. C'est-à-dire que quand t'es vieux, t'as déjà des enfants grands, beaucoup m'ont dit moi je m'en fous, je suis déjà vieux, allez-y, votre génération, démerdez-vous. En gros, c'est assez dur à entendre quand on est jeune. Les très jeunes qui n'ont pas d'enfants encore, ils peuvent être hors sol dans ce militantisme. Il y a un manque d'ancrage, et les enfants, en tout cas moi, et j'ai remarqué chez beaucoup de gens, permettent d'ancrer, c'est-à-dire donner de la force, donner une raison de se battre, donner une raison d'être dans le concret, dans le réel, dans le rythme de la vie. Moi, ils m'ont appris beaucoup justement sur mes manques, mes émotions, mon rapport à la colère, mon rapport au temps, etc. Donc moi, ça m'a vachement ancré, aidé. Et j'étais dans le vent, tu vois, dans les stratosphères avant d'avoir des enfants. J'étais perché, quoi. Et papa. Voilà, et ça force à l'ancrage. Donc voilà, ça c'est mon expérience. J'en ai jamais parlé sur YouTube, mais grâce à toi, je crois que t'en parles dans un de tes livres. J'ai fait un stage MKP. C'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte, un peu pour s'interroger sur c'est quoi être un homme et quel homme t'as envie d'être. Homme masculin, parce que les femmes ont un rite, c'est pas l'homme avec un grand H. C'est... Oui, non, de toute façon je dis plus. Mais oui, il y a l'équivalent qui existe aussi pour les femmes. Toi, c'est quoi ton rapport à la masculinité? Ça, je pourrais pas répondre avec précision parce que c'est en cours de travail. J'aimerais beaucoup. Je suis en train d'approfondir. C'est une question qui me touche vraiment. Okay. Alors, pourquoi ça te touche? Les femmes, moi, je suis très sensible au combat féministe et j'essaye d'aider du mieux que je peux, mais je vois que les femmes, depuis 40, 50, plusieurs décennies, voire siècles, travaillent cette question. C'est quoi, en tant que dominée, c'est quoi être une femme, comment on s'épanouit, comment on s'émancipe, etc. Comment on s'organise, comment on met à jour des dominations. Et nous, les hommes, comme disait Bourdieu, nous, on est dominés par notre domination. C'est-à-dire qu'on est là prisonniers par des schémas de dominants qui en fait nous rendent parfois super débiles, quoi. Et on réfléchit pas. Enfin, j'ai vu peu d'endroits et de lieux, de moments où on peut réfléchir à ces questions. Ne serait-ce qu'avec notre filiation, notre père, notre grand-père, notre oncle. Moi, c'était pas ça. Et donc, je suis très friand d'endroits, de lieux où il y a des hommes qui ont le courage de se poser en toute authenticité, en toute franchise, d'arriver et de montrer leur vulnérabilité, de montrer leur cheminement et d'arriver à réfléchir et à progresser sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui au XXIe siècle. C'est quoi être un adulte, c'est quoi être un guerrier, dans le sens où avant, dans les sociétés premières, il y avait des initiations. Tu vois, ils allaient 3 jours dans la forêt, avec les anciens, et les ados, quand ils revenaient, c'était des hommes, c'était des guerriers.
Ça voulait dire quelque chose, c'était des valeurs. Aujourd'hui, être un guerrier, c'est quoi? C'est pas aller tuer son voisin avec une lance, tu vois, c'est avoir le courage de, je sais pas, de combattre ses propres ombres, par exemple. Et c'est pas du tout le mythe viriliste, anti-féministe. Nous les hommes, non, on s'est fait arnaquer par les femmes, le mouvement féministe, et du coup on va leur en foutre plein la gueule. Ça, c'est le mouvement masculiniste. Et c'est non, c'est justement se dire, en fait, ça c'est un modèle, mais en fait, il y en a plein, et du coup, on n'est pas obligé d'être enfermé là-dedans, quoi. Voilà. Et c'est justement le contraire pour moi du masculinisme, d'arriver à réfléchir et justement en bonne entente et en alliance, ouais, avec les femmes, en tout cas, celles qui veulent avancer. Voilà, je trouve ça vachement intéressant. Donc moi, ça m'a toujours attiré. Et là, quand j'ai vu qu'il faisait ça au MKP, bah, j'ai sauté dessus et je trouve, moi, ça a pas mal changé ma vie. Je trouve ça assez chouette. Pour gagner le magazine Yggdrasil et le manifeste du CNNR, mets-nous du coup un commentaire sur comment est-ce que toi tu luttes contre ton éco-anxiété. Voilà, comme ça fera plein de ressources pour tout le monde. Je vous conseille carrément les autres vidéos sur la chaîne si t'as kiffé celle-ci. Il y en a plein d'autres sur la charge mentale, la santé, le numérique, etc. Et il y a d'autres super VIP qui arrivent, donc je suis trop content. Merci beaucoup, Pavlo. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!